Bonjour Docteur Abaroglio. Bonjour. C'est un immense plaisir et c'est un honneur que de pouvoir discuter en toute simplicité avec vous du sommeil. Merci pour l'invitation. Et merci de l'avoir accepté. Alors, vous êtes co-directeur médical du Centre du sommeil de Florimont, là où nous sommes aujourd'hui. Vous êtes neurologue, spécialiste des troubles du sommeil. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche à la faculté de biologie et de médecine de Lausanne. Vous donnez des cours à l'université. Vous êtes médecin agréé au Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil, CIRS, du CHUV, Centre hospitalier universitaire vaudois. Vous avez donc le diplôme Veille Sommeil de la Société française de médecine et de recherche sur le sommeil, dont vous avez été major en 2000. Et au quotidien, donc, vous avez une activité clinique, vous accompagnez les patients dans leurs objectifs d'améliorer leur sommeil, de résoudre leurs problèmes du sommeil. Vous avez rédigé des centaines d'articles scientifiques sur le sommeil dans des revues prestigieuses, internationales, avec une certaine spécialité, si je puis dire, sur les mouvements anormaux au cours du sommeil, et notamment le syndrome des jambes sans repos, dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui. Vous donnez des conférences régulièrement, et vous avez coécrit 2 livres. Je suis en train d'en lire le deuxième. Le premier, J'ai envie de comprendre le sommeil, avec Elisabeth Gordon. Journaliste. Oui, Elisabeth Gordon. D'accord. Et le docteur Raphaël Heinzer. Ensuite, vous avez écrit Je rêve de dormir, ce livre qui a été traduit en chinois et en espagnol également, donc qui est fascinant, tout autant que le sommeil, et avec une touche humoristique et d'accessibilité que j'apprécie énormément, mais avec beaucoup de détails scientifiques quand même, qui sont, en fait, c'est ça que je trouve très beau, c'est de rendre ces détails scientifiques qui sont fascinants, accessibles, et même avec un côté décalé que personnellement j'adore dans le livre. Donc les personnes qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui sont des personnes curieuses, profil, même si elles n'ont pas un background scientifique, elles aiment les détails scientifiques, elles aiment comprendre les choses, et là en particulier le sommeil, pour améliorer leur sommeil. Parce que comprendre un problème, c'est déjà à moitié le résoudre, ou presque. Donc le sommeil, c'est quelque chose de très vaste, de compliqué quand même, dont on ne sait quand même... Ça, c'est ce que je trouve aussi intéressant dans votre livre, cette humilité aussi que vous donnez, parce que vous avez beau être chercheur, et puis vous êtes accompagné de beaucoup de chercheurs dans le sommeil, et qui souvent admettent qu'on ne connaît pas grand-chose du sommeil. Et donc, on ne va pas parler des pathologies du sommeil en soi, on ne va pas parler des insomnies, on ne va pas parler des apnées du sommeil, ou peu, on ne va pas parler non plus des parasomnies, narcolepsie, troubles de l'horloge interne, ni même des rêves, ni même, là c'est incroyable, mais des fonctions du sommeil, parce que les fonctions du sommeil sont immenses et ça prendrait toute une vidéo, tout un après-midi que de parler des fonctions du sommeil. Mais on va parler de comment ça marche, l'histoire du sommeil et de quelques curiosités à propos du sommeil. L'histoire du sommeil, déjà, comment est-ce qu'on dormait avant? Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est que beaucoup de gens, même peut-être la totalité de la population qui vit dans notre société occidentale ou en tout cas moderne, a une dette de sommeil. Dans le livre, vous parlez du syndrome TAT, Tired All the Time. En tout cas, bon, ce qu'on sait, c'est que le sommeil, c'est une fonction biologique essentielle. Donc, on ne peut pas vivre sans dormir. Et on sait que tous les êtres vivants dorment. Donc, voilà, donc l'être humain aussi dort. Et ce qu'on ne sait pas très bien, c'est comment est-ce qu'on dormait dans l'Antiquité. Parce qu'on a très peu de recueils très précis du sommeil, parce qu'on a souvent pensé que le sommeil était un phénomène passif, donc c'était tout simplement l'absence d'éveil, hein, donc c'était comme une petite mort, hein. D'ailleurs les Grecs, ils considéraient Hypnos, le dieu du sommeil, comme le demi-frère de Thanatos, le dieu de la mort non violente, donc on ne s'intéressait pas beaucoup au sommeil, en tout cas pas beaucoup d'un point de vue scientifique. Donc on a très peu de recueils, mais on a fait quand même quelques études ces dernières années, il y a certains chercheurs qui se sont penchés un petit peu sur cette question. Est-ce qu'on dort maintenant comme on dormait il y a quelques siècles ou au début de l'histoire de l'humanité? Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, on vit probablement un des moments de l'histoire de l'humanité où l'on dort le moins.
Donc on sait que petit à petit, on raccourcit un petit peu la durée de notre sommeil finalement parce qu'on a la possibilité de le faire, hein, parce qu'on a la lumière électrique et aussi parce qu'on a beaucoup d'activités, donc on a Internet, le travail, le fitness, enfin on fait beaucoup de choses. Et finalement, on grignote, on raccourcit un petit peu la durée de notre sommeil et on sait par exemple qu'on a perdu en moyenne 1 heure de sommeil depuis un siècle. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les jeunes, hein, parce que les jeunes étudiants, ils ont perdu 1 heure de sommeil en 30 ans. Et qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit, ce qui est vraiment très très peu. Donc on dit que 30%, donc environ un tiers des travailleurs dorment moins de 6 heures par nuit, ce qui est très très peu. Donc c'est comme ça qu'on dort actuellement. Donc on a un sommeil qui est court, enfin relativement court, et on a un sommeil monophasique. Donc ça veut dire que la plupart d'entre nous, nous dormons d'un seul épisode de sommeil la nuit, qui se concentre la nuit. Donc on va dormir, qu'on se réveille le matin, et c'est comme ça. Alors, il y a quelques chercheurs qui ont fait, donc notamment un chercheur américain, il s'appelle Hirsch, qui a fait des études où il a essayé de voir à partir des récits, des journaux, etc., comment est-ce que les gens dormaient donc il y a quelques siècles, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, dans la période pré-industrielle. Et en fait, il faut imaginer qu'à l'époque, évidemment, on n'avait pas la lumière électrique, donc, la cire ou les bois pour s'éclairer, c'était très cher, donc seulement les plus fortunés pouvaient se le permettre. Donc, en général, les gens, ils s'allaient au lit très tôt. Donc, dès qu'il n'y avait pas de lumière, on se mettait déjà au lit. En plus, il y avait un seul lit dans toute la maison, c'était un objet de luxe, donc tout le monde se mettait dans le même lit. Et on passait comme ça 1-2 heures, tout simplement, à se reposer dans un éveil calme. Après, on s'endormait et on faisait ce qu'on appelait le premier sommeil. Donc, on dormait environ 2 cycles du sommeil. Et après, on se réveillait au milieu de la nuit. Et après, on s'est rendormi à nouveau la deuxième partie. Donc, on avait un sommeil biphasique en 2 parties. Un premier sommeil de 3-4 heures, après un long éveil au milieu de la nuit, et après à nouveau 3-4 heures de sommeil en fin de nuit. C'était les sommeils du matin. C'est un petit peu ce qu'ils gardent encore les moines bénédictins, hein, ils se couchent très tôt, ils se lèvent au milieu de la nuit pour faire les prières les matines, et après ils se recouchent. Et on pense que c'est comme ça qu'on a dormi pendant très longtemps. Et après, c'est effectivement le fait qu'on a pu se coucher plus tard et qu'on doit se lever très tôt pour aller au travail qui a fait que notre sommeil est devenu monophasique. Ceci dit, il y a aussi des études qui montrent que probablement au début de l'histoire de l'humanité, on dormait aussi d'une façon différente parce que c'est des collègues américains qui sont allés enregistrer le sommeil des différentes tribus ou des sociétés des chasseurs-cueilleurs, hein, donc qui habitent comme on pense on habitait à l'époque des cavernes. Hein. Donc voilà, ils ont des rythmes qui sont très souples finalement. Ils n'ont pas la contrainte d'aller au travail, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas la lumière électrique. Et en fait, ils ont constaté que ces groupes, ils ont aussi un sommeil monophasique, donc ils dorment d'un seul épisode de la nuit, et qui ont un sommeil relativement court, parce qu'effectivement, ils dorment en moyenne 6 heures, 6 heures et demie par nuit. Donc, on pense qu'effectivement, à l'époque, on avait ce sommeil très court, mais un sommeil de très bonne qualité, parce que quand ils sont allés interroger ces personnes, combien de personnes dans ces groupes, dans ces tribus, dormaient mal ou souffraient d'insomnie, ils n'arrivaient pas à communiquer, parce que finalement, aucun de ces groupes avait un mot pour nommer l'insomnie. Donc l'insomnie, c'était quelque chose qui n'existait pas et qui n'existe pas encore dans ces groupes qui vivent en parfaite symbiose avec la nature. Et donc, ils avaient un sommeil court, mais probablement de très bonne qualité, très récupérateur. Ils n'avaient pas besoin de dormir plus pour récupérer. Les sommeils, comme d'autres fonctions biologiques, mais les sommeils, ils s'adaptent aussi. Hein. Donc, on les voit très bien chez les animaux. Hein. Donc, il y a les sommeils, il a dû s'adapter, il a dû se modifier pour permettre la survie des espèces. Et probablement notre sommeil, il s'est aussi adapté aux conditions. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, si on fait des études au laboratoire où on laisse une personne au lit pendant 12 heures,
elle va très rapidement avoir un sommeil biphasique. Donc ça va arriver comme effectivement à l'époque, où il va rester réveillé pendant un certain moment, après elle va dormir, après elle va se réveiller au milieu de la nuit, et après elle va encore dormir en deuxième partie de nuit. Donc cette sommeil biphasique, elle est quelque part encore dans notre cerveau, mais évidemment on s'adapte aux conditions de l'environnement et on arrive à avoir un sommeil monophasique. Finalement, ce qui est important, c'est que les sommeils soient un bon sommeil, soient un sommeil récupérateur, donc dormir la quantité d'heures nécessaires d'un bon sommeil, d'un sommeil récupérateur. Et qu'est-ce qui conditionnerait cette qualité du sommeil, sans parler donc de durée du sommeil, mais qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui que nous puissions réatteindre ce sommeil récupérateur, même s'il fait 6h30, même s'il dure 6h30? Le sommeil, il est soumis à des multiples influences. Finalement, il y a tout qui peut perturber le sommeil. Déjà, il y a une composante génétique, donc on est tous différents par rapport au sommeil. Il y a les longs dormeurs, il y a les courts dormeurs, les gens qui sont du soir, les gens qui sont du matin. Donc ça, c'est un petit peu une composante qu'on ne peut pas trop modifier, parce que ça fait partie de nous. Et après, il y a tout le reste qui peut venir perturber, la lumière, les bruits, les soucis, les conditions d'environnement, les maladies liées au sommeil. Et tout ça peut faire que le sommeil soit perturbé. Et le problème avec le sommeil, c'est qu'une fois qu'il est perturbé, peu importe la cause, ça peut être les voisins qui font du bruit, mais en tout cas, une fois qu'il est perturbé, c'est comme si le cerveau, il gardait un petit peu la mémoire de ces mauvaises nuits, et plus on dort mal, plus on a tendance à mal dormir, même si la cause qui a provoqué la perturbation du sommeil disparaît. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de facteurs qu'on peut essayer de limiter pour ne pas perturber le sommeil. Donc, justement, les horaires de sommeil réguliers, les conditions de la chambre, éviter l'exposition à la lumière les soirs. Enfin, il y a beaucoup de facteurs, sans doute, qui peuvent être modifiés. Comment ne pas tomber dans ce cercle vicieux de l'anxiété qui est lié à une mauvaise nuit ou une mauvaise période de nuit et qui ensuite embraye sur d'autres mauvaises nuits juste liées à cette anxiété? Mais voilà, oui, ça c'est effectivement le cercle vicieux de l'insomnie. Donc l'insomnie qui est une maladie aussi très complexe, mais au fond, il y a toujours un petit peu cette peur de ne pas pouvoir dormir, parce qu'on a déjà eu l'expérience des mauvaises nuits, on sait que si on ne dort pas bien, on n'est pas bien, donc on a peur de ne pas pouvoir dormir, et si on a peur, c'est sûr qu'on ne dort pas. Donc maintenant, comment est-ce qu'on coupe ça? Alors bon, il y a toute une série de techniques. Donc nous, en clinique, quand l'insomnie est déjà installée, elle est devenue chronique, on a recours à ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales. Donc il y a une partie cognitive où on essaye justement de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui déclenche cette angoisse de ne pas pouvoir dormir, et une partie comportementale où on va essayer vraiment de garder des rythmes très réguliers avec des consignes très strictes par rapport à l'hygiène du sommeil, et finalement ce qu'on va essayer, c'est d'augmenter la pression des sommeils. Parce que finalement, on a deux systèmes dans le cerveau. C'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, on a le système qui produit l'éveil et on a le système qui produit le sommeil. Donc, quand tout va bien, ces deux systèmes sont parfaitement en équilibre. Donc, ça veut dire que quand on est réveillé, c'est le système de l'éveil qui fonctionne et on inhibe le système du sommeil, sinon on s'endormirait partout. Et quand on dort, tac, c'est la machine du sommeil qui se met en route et on doit pouvoir inhiber le système de l'éveil. Et dans l'insomnie, ce système de l'éveil est très fort. Il est trop fort, il est tellement fort, c'est comme si on était dans un état d'hyper-éveil constant. Donc pour rééquilibrer le système, il faut effectivement des techniques qui nous permettent de nous relaxer, de diminuer cet état d'hyper-éveil, et d'autre part, augmenter quand même un petit peu la pression de sommeil. Donc nous, on n'hésite pas pendant une période à demander à nos patients de concentrer leur sommeil, de se coucher un petit peu plus tard, vraiment quand ils sont somnolents, quand ils ont vraiment envie de dormir, et se lever un petit peu plus tôt pour que le sommeil soit plus robuste, plus continu, il sera beaucoup plus récupérateur. D'accord, c'est comme si on compressait un peu le sommeil. Absolument, ouais, tout à fait. Pour améliorer sa qualité. Oui, alors c'est qu'on cherche, déjà la première chose qu'on cherche, c'est la continuité du sommeil. Alors on préfère un sommeil qui soit peut-être un petit peu plus court, mais continu, qu'un sommeil très long s'il est entrecoupé. Donc justement, quand on souffre d'insomnie, souvent on est fatigué. Comme on est fatigué, on se couche très tôt, mais comme on n'arrive pas à dormir, on s'énerve. Après, on essaye de récupérer en se levant plus tard. Donc finalement, on passe beaucoup de temps au lit par rapport au temps effectif de sommeil. Et nous, ce qu'on essaye, c'est d'ajuster au maximum les temps qu'on passe au lit
par rapport au temps qu'on dort pour avoir déjà un sommeil continu. Une fois qu'on a un sommeil continu, après on peut adapter la durée en allongeant un petit peu d'un côté ou de l'autre, donc en se couchant plus tôt, en se levant un petit peu plus tard. Tout à fait. Ça, c'est une grande frustration quand on souffre d'insomnie. Oui. Un peu cette perte de chance sur le quotidien et en fait sur l'éveil finalement, Oui. du fait de passer trop de temps au lit sans même qu'il soit récupéré, sans même que ce temps-là soit mis à profit. Oui, le problème c'est qu'effectivement c'est pas récupérateur. Donc même si on dort un sommeil très fragmenté, quand on se réveille, on ne se sent pas bien. On peut dormir 10 heures, mais si les voisins vous réveillent toutes les demi-heures, quand vous vous réveillez, vous dites « Ah, mais c'est la pire nuit de ma vie ». Par contre, vous dormez, boum, 6 heures, un sommeil continu, vous vous sentez quand même beaucoup mieux. Donc effectivement, la continuité du sommeil est très importante et pour ça, on adapte les temps qu'on passe au lit à la durée estimée des sommeils. C'est peut-être le bon moment d'expliquer les stades du sommeil. Donc effectivement, enfin, on connaît mieux le sommeil depuis quelques décennies. Hein. Donc la grande révolution, c'était la découverte de l'électroencéphalogramme, donc le fait qu'on peut enregistrer l'activité électrique du cerveau. Et ça, c'est effectivement au début du XXe siècle. Et très rapidement, on s'est rendu compte que l'activité cérébrale change quand on dort. Alors évidemment, c'est pas qu'il n'y a pas d'activité cérébrale, c'est que c'est une autre activité cérébrale, mais ça nous a permis de différencier différents stades de sommeil. Donc quand on va au lit, on est réveillé, donc on ferme les yeux, on a un éveil calme, et après on rentre dans le sommeil, on fait du stade 1 et stade 2, ça c'est le sommeil léger. Après on fait du sommeil stade 3, c'est le sommeil profond, et après on fait du sommeil paradoxal, au sommeil REM, le Rapid Eye Movements, donc, et tout ça se répète par bloc pendant la nuit. Donc on fait plusieurs cycles pendant la nuit, on fait sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, et ça recommence, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. On fait plusieurs cycles au cours de la nuit. Grosso modo, chez l'adulte, un cycle dure 90 minutes, donc c'est un petit peu la durée normale, mais il y a aussi une évolution tout au long de la nuit, parce qu'en début de nuit, on fait plus de sommeil profond, et en fin de nuit, on fait moins de sommeil profond et plus de sommeil paradoxal. Donc il y a vraiment toute une dynamique à l'intérieur du sommeil qui fait que la structure du sommeil change aussi tout au long de la nuit. Évidemment, comme vous disiez très bien, effectivement, le sommeil n'est pas un phénomène passif, c'est vraiment un phénomène actif. Et ça, on l'a découvert parce qu'on a découvert que pour que le sommeil se produise, il faut que certains centres du cerveau soient actifs. Donc, justement, comme on parlait un petit peu c'est un petit peu la théorie des flip-flop, enfin des balançoires. Hein. Donc, c'est vraiment une interaction entre les centres de l'éveil et les centres du sommeil. Et dans les centres du sommeil, on a les centres du sommeil non REM, donc au sommeil léger ou au sommeil profond, et les centres du sommeil REM. Et tout ça, c'est vraiment toute une dynamique avec des inhibitions qui vont dans les deux sens. Donc quand les centres de l'éveil s'activent, on doit inhiber les centres du sommeil. Quand les centres du sommeil s'activent, on doit inhiber les centres de l'éveil. Et c'est comme ça que ça se passe pour réguler le sommeil. Donc on a un sommeil qui est lent, léger et profond, qui nous sert à récupérer principalement, notamment le sommeil profond. Quelle durée à peu près dans un cycle, quelle proportion est-ce que ce sommeil lent prend dans un cycle de 90 minutes? Alors grosso modo pour l'ensemble de la nuit, le sommeil profond pour un adulte c'est entre 20 et 25%. Et le sommeil paradoxal, c'est aussi 20-25%. Donc ça veut dire que la plupart de la nuit, on la passe en stade 2, qui est le sommeil léger. Donc qui est 50% à peu près de la durée de notre sommeil. Dans les troncs cérébrales ou dans la base du cerveau, donc c'est là où on a les fonctions biologiques les plus essentielles et qui sont conservées depuis le début de l'histoire de l'humanité. Hein. Donc c'est comme les centres qui contrôlent la respiration, la fréquence cardiaque, la tension artérielle. Donc tous ces centres se situent vraiment au niveau du tronc cérébral. Alors on a effectivement des centres de l'éveil, hein. Donc des centres de l'éveil qui envoient des projections vers les cortex pour que le cerveau soit activé, et ils envoient des projections via des neurotransmetteurs. Donc vous connaissez, c'est un petit peu ces produits chimiques, ces substances chimiques qui permettent de la communication entre les neurones. Et donc on a des neurotransmetteurs qui sont des neurotransmetteurs de l'éveil, comme la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline, l'histamine, et tout ça, effectivement, ça va favoriser l'éveil. Et si vous bloquez ces systèmes, vous allez
vous endormir parce que votre système de réveil ne va pas fonctionner. C'est le cas par exemple de certains antihistaminiques. Donc si vous bloquez l'histamine qui est un neurotransmetteur de l'éveil, vous allez vous endormir. Une fois que la machine du sommeil se déclenche, il y a un noyau qui est très important, il se trouve vraiment à la base du cerveau, qui envoie vers les cortex des projections GABAergiques. Donc GABA, c'est le neurotransmetteur inhibiteur le plus répandu dans le cerveau. Donc quand on active ce noyau au niveau de la base du cerveau, on va envoyer des projections du système inhibiteur pour inhiber l'activité cérébrale et inhiber le système de l'éveil. Et à un certain moment, ça va être les relais qui vont être pris par les noyaux du sommeil paradoxal. Et là, c'est essentiellement l'acétylcholine. Mais bref, c'est toute une connexion avec des systèmes qui s'activent ou qui s'inhibent. Et c'est ça qui fait qu'à un certain moment de la journée, on est réveillé ou on dort, selon quels sont les systèmes qui sont actifs. Hyper intéressant. Et donc, l'une des bonnes pistes qui nous conduit à penser que le sommeil est une fonction biologique essentielle, de façon même sûre, on peut le dire, c'est donc le fait que ces centres du sommeil soient situés dans le tronc cérébral, à côté des noyaux qui permettent la respiration, qui permettent les battements du cœur. Bien sûr. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on est si attaché à avoir un bon sommeil. Oui, bien sûr. Donc, c'est une fonction biologique essentielle qui existe depuis le début de la vie sur Terre, parce que tous les êtres vivants dorment. En tout cas, ils ont tous des périodes de repos et d'activité, ce qui devient avec l'évolution l'éveil et le sommeil. Mais effectivement, le sommeil, c'est une fonction qui est préservée depuis le début de l'histoire. Autre expérience également qui montrait l'impact de la privation de sommeil pendant une certaine durée, notamment chez les rats. Il y a eu d'abord une privation de sommeil, puis ensuite il y a une privation sélective du sommeil profond et une autre expérience avec une privation sélective du sommeil paradoxal, de voir quel est l'état de santé de ces rats lorsque on les prive de sommeil. Donc oui, effectivement, ça c'est un petit peu les expériences classiques tout au début de la recherche sur le sommeil. Donc une des questions c'était mais à quoi ça sert le sommeil? Et donc pour essayer de comprendre les fonctions du sommeil, on faisait des expériences de privation de sommeil. Donc un des pionniers dans la recherche du sommeil, c'était Alain Rechtschaffen, qui avait un laboratoire où il avait développé un système qui permettait justement d'empêcher les rats de dormir. Et pendant toute l'expérience des privations de sommeil, il faisait plein de mesures pour voir justement qu'est-ce qui ne va pas si on ne dort pas. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau hormonal, de la température, de la tension, de la filtration rénale. Enfin, il faisait beaucoup de mesures pendant toutes ces expériences des privations de sommeil. Et la première constatation qu'il a fait, c'est qu'effectivement, les rats, si on les prive de sommeil, la température corporelle diminuait un petit peu, le métabolisme on avait l'impression qu'il était accéléré parce qu'il mangeait plus, mais il perdait du poids. Enfin, il y avait quelques modifications, mais finalement pas des modifications majeures. Mais finalement, malheureusement, au bout d'un certain nombre de jours, en moyenne 21 jours, les rats étaient retrouvés morts. Mais quand on faisait l'autopsie, on ne trouvait pas d'anomalie majeure, en tout cas au niveau des systèmes principaux, les cœurs, les reins, les foins, tout avait l'air de fonctionner bien, mais les rats étaient morts. Donc effectivement, Rechtschaffen, il a pu démontrer scientifiquement ce qu'on imaginait déjà, c'est que le sommeil c'est une fonction biologique essentielle et qu'on ne peut pas vivre sans dormir. Après, il s'est posé la question, mais est-ce que c'est le sommeil profond ou le sommeil lent qui est important, ou est-ce que c'est le sommeil paradoxal qui est important pour la survie? Et il a fait des expériences de privation partielle, donc sélectives. Donc il a privé les rats effectivement déjà du sommeil paradoxal. Donc les rats, ils pouvaient dormir, ils pouvaient faire beaucoup de sommeil profond, mais dès qu'il arrivait au sommeil paradoxal, on les réveillait. Donc on privait le sommeil paradoxal, même si les rats, ils dormaient beaucoup, même s'ils faisaient beaucoup de sommeil profond, au bout de quelques jours, donc une trentaine, quelque chose comme ça, il était retrouvé aussi mort. Et il a fait l'inverse, il a fait aussi des expériences de privation de sommeil profond, donc les rats ils s'endormaient, on les réveillait, ils s'endormaient, on les réveillait, et au bout d'un moment ils faisaient du sommeil paradoxal, donc on les laissait dormir, et même s'ils dormaient beaucoup, même s'ils faisaient beaucoup de sommeil paradoxal, au bout d'un certain nombre de jours, aussi plus ou moins une trentaine, il était aussi retrouvé mort. Donc c'est comme ça que Rechtschaffen, il a démontré que le sommeil est une fonction biologique essentielle, et deux, que tant le sommeil lent comme le sommeil paradoxal sont essentiels. Donc ça, c'est la preuve scientifique de que on ne peut pas vivre sans dormir.
Alors c'est vrai qu'on a dit qu'on n'allait pas trop parler des rêves. Malgré tout, on doit dire que dans le sommeil paradoxal, c'est là où on a les rêves les plus riches. Oui. Et du coup, est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer le fait que, personnellement, moi, quand je rêve, j'ai l'impression de rêver plutôt en fin de nuit? Oui, donc en réalité, le cerveau, il ne s'arrête jamais. Hein. Donc, tout au long de la nuit, on a des activités mentales. Alors, c'est qu'on parle habituellement des rêves, donc ces histoires avec des personnages, des trucs surréalistes, avec une distorsion temporelle, distorsion spatiale, etc. Donc ça, c'est effectivement les rêves du sommeil paradoxal. Et vu qu'on fait plus de sommeil paradoxal en fin de nuit, souvent, on a plus de rêves, effectivement, en fin de nuit, surtout si on se réveille directement dans la phase de sommeil paradoxal, où le souvenir du rêve est plus frais et on se rappelle plus facilement. D'accord. Alors donc, le destin de ces rats a été malheureux. C'est quand même hyper curieux de voir que leur cœur allait bien, leur système était apparemment en bonne santé, voire peut-être très bonne santé, à part juste leur température qui changeait et à partir de peut-être 15 jours, ou en tout cas assez tardivement. Mais sinon, ils fonctionnaient pendant plusieurs jours et ils meurent à la fin. Donc le sommeil est une fonction essentielle, un impératif biologique. Maintenant, après, je pense à l'expérience réalisée par un Américain de 16 ans. Quand il a commencé son record du monde, il y a l'un des grands spécialistes du sommeil, je crois que c'est le docteur William Dement. Et c'était dans les années 60. Hein, ouais. Ce spécialiste du sommeil est venu pendant le record du monde pour occuper la personne qui faisait ce record du monde, le jeune adolescent, et surtout pour étudier vraiment l'impact sur ses fonctions biologiques. Il a suivi plein de paramètres différents. Et ce jeune adolescent n'est pas mort, voilà, il a survécu. Il a même battu le chercheur au flipper, 9e ou 10e jour. Et donc il a tenu 11 jours et quelques minutes, peut-être 11 jours et un peu plus de 11 jours. Randy Gardner, hein, donc c'est une expérience classique parce qu'il voulait effectivement rentrer dans les Guinness Book pour battre les records des privations de sommeil. Et pas loin de chez lui, en Californie, William Dement, il venait d'ouvrir le premier laboratoire du sommeil clinique au monde, hein, à Palo Alto. Et donc il a entendu cette nouvelle à la radio, il est arrivé avec tous ses appareils, il a demandé la permission à Randy Gardner de surveiller cette expérience. Et effectivement, on sait qu'il n'a pas dormi parce qu'il a eu tous ces électrodes collés sur la tête qui nous disent effectivement qu'il n'a pas dormi, parce que après la perception du sommeil est très variable. Parfois on a l'impression de ne pas dormir, mais on dort. Mais là on a la certitude qu'il n'a pas dormi parce qu'on avait les électrodes qui enregistraient l'activité électrique du cerveau. Et William Dement, il a monitoré aussi l'expérience, où il a fait plein de mesures aussi, comme Alan Reschaffen avait fait. Et Randy Gardner, il a annoté aussi tout ce qu'il ressentait. Et effectivement, c'est qu'on s'est rendu compte tout au long de l'expérience, c'est que voilà, Randy Gardner, il n'était pas très en forme au bout de quelques jours des privations de sommeil, mais finalement, à aucun moment, il est devenu complètement psychotique, où il n'a pas eu des perturbations majeures de la physiologie, mais par contre, le cerveau, il fonctionnait de moins en moins bien. Donc il avait des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, il était bien sûr extrêmement fatigué, il était somnolent, il avait même du mal à marcher ou à articuler. Et finalement, effectivement, la conclusion de ce type d'expérience des privations de sommeil chez l'homme, c'est que le sommeil, c'est une fonction biologique essentielle, donc ça on le savait grâce aux études animaux, mais elle est essentielle seulement pour un organe. Donc il y a un seul organe qui a besoin de dormir, qui est le cerveau. Le reste de l'organisme peut s'en passer du sommeil. Le cœur, il n'a pas besoin du sommeil. Les reins, ils n'ont pas besoin du sommeil. Les muscles, ils ne sont pas... Alors, ils ont besoin du repos, oui. Mais le sommeil en lui-même, comme fonction physiologique, c'est uniquement le cerveau qui a besoin. Quand on est fatigué, on a l'impression que nos muscles se contractent moins bien, mais en fait, du coup, ce serait peut-être dû simplement aux conséquences d'un mauvais sommeil seulement sur le système nerveux et pas vraiment sur les muscles. Oui, et voilà, donc en tout cas, les sommeils, c'est une fonction cérébrale, hein, donc qui est générée par le cerveau, qui est contrôlée par le cerveau et qui est nécessaire exclusivement au cerveau. Après, si le cerveau il va pas bien, il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. Donc c'est sûr que si on n'a pas dormi, même si nos muscles vont bien, notre mental ne va pas tenir un marathon. Hein, donc il y a c'est sûr des relations, mais effectivement les muscles ils ont besoin de repos, mais ces repos, que ça soit un repos pendant l'éveil ou un repos pendant le sommeil, ça change rien.
contraire. Il y a beaucoup de fonctions probablement du sommeil, hein, donc, mais effectivement, le sommeil, il permet le bon fonctionnement de l'organisme dans son ensemble. Hein. Donc quand on ne dort pas, quand on dort peu, quand on dort mal, on connaît tous les conséquences. Hein. On n'est pas bien, on est fatigué, on est somnolent, mais il y a aussi notre système immunitaire qui fonctionne moins bien, la sécrétion d'hormones qui est déréglée, notre métabolisme qui peut être déréglé aussi. Donc, et voilà, la fonction principale, c'est la récupération du cerveau pour que le cerveau... Mais il y a aussi d'autres systèmes qui peuvent être touchés en raison du manque de sommeil ou d'un mauvais sommeil. Les mitochondries dans nos cellules ont besoin d'une hormone dont on n'a pas encore parlé pour se réparer. Cette hormone est sécrétée pendant le sommeil, c'est la mélatonine. Déjà, est-ce qu'on pourrait décrire, là on a parlé de l'anatomie, vraiment de la machine du sommeil, on a des centres qui sont donc bien distincts, mais donc la régulation de ce sommeil, comme le professeur Alexander Borbély a pu le démontrer, il a un peu mis en évidence le processus C qui est le rythme circadien au final. Non, effectivement, en fait, donc voilà, on sait, on discutait tout à l'heure un petit peu de ces systèmes au niveau du cerveau qui permettent d'activer soit l'éveil, soit le sommeil. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui régule ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment de la journée, on est réveillé ou à un certain moment de la journée, on a envie de dormir? Et en fait, il y a seulement 2 processus qui ont été décrits effectivement par un collègue souriquois qui est Alexander Borbély. Il y a 2 processus qui régulent notre sommeil. Donc, il y a seulement 2. En tout cas, les 2 principaux. Un, c'est le processus homéostatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'homéostasie du sommeil? Donc, c'est simple, c'est que plus vous êtes réveillé, plus vous avez envie de dormir. Donc l'hypothèse, c'est que plus vous êtes réveillé, plus vous accumulez dans votre cerveau des substances hypnogènes, et à un certain moment, cette accumulation des substances hypnogènes vont dépasser un certain seuil, tac, qui vont déclencher la machine du sommeil. Donc c'est pour ça que plus on est réveillé, plus on a envie de dormir. Et donc, ce qui explique beaucoup du mécanisme de régulation du sommeil, mais ça n'explique pas tout, parce que si vous passez une nuit blanche, vous constaterez qu'à un certain moment de la nuit, c'est très dur de rester réveillé, parce que justement, vous accumulez un besoin de sommeil, et à un certain moment de la nuit, tac, vous vous sentez très réveillé, même trop réveillé. Donc ça, on ne peut pas l'expliquer uniquement avec le mécanisme homéostatique, parce que sinon vous seriez de plus en plus fatigué. Ça veut dire qu'il y a un autre mécanisme qui rentre en jeu, et ça c'est l'horloge biologique. Effectivement, on a tous dans notre cerveau un tout petit noyau, c'est le noyau suprachiasmatique, hein. Il est vraiment comme une tête d'épingle, mais il est très important parce que c'est lui qui marque les rythmes, qui dit à quel moment, tac, c'est un moment favorable à l'endormissement, et à quel moment, même si on est fatigué, on n'arrive pas à dormir. Et cette horloge biologique, il fluctue effectivement avec des moments de haute vigilance et des moments où les portes du sommeil s'ouvrent. Et donc c'est l'interaction de ces 2 processus, l'homéostasie du sommeil et l'horloge circadienne, qui font qu'à un certain moment de la journée, on dort ou on est réveillé. On a ce processus S, homéostasie du sommeil, qui pourrait expliquer une grande partie du sommeil, comme quoi, ok, on reste éveillé, donc on a de plus en plus envie de dormir, mais effectivement, on a ce paradoxe-là, pour les personnes qui ont fait des nuits blanches, pour les personnes qui peut-être ont fait des études de médecine et qui font des gardes de 24 heures, on a cette euphorie à 5 heures du matin, après avoir passé cette pression de sommeil maximale, et donc ça amène à découvrir le rythme circadien, l'horloge biologique, le noyau suprachiasmatique. Concernant, on revient sur le processus S, l'homéostasie du sommeil, les substances hypnogènes qu'on accumule. Quelles sont ces substances? Alors, il y en a probablement plusieurs. Hein. Donc, une des plus étudiées, c'est l'adénosine, hein, donc, qui est un produit de dégradation de l'ATP, enfin l'adénosine triphosphate, qui est un petit peu une réserve énergétique. On casse cette molécule pour générer l'énergie. Et l'hypothèse, c'est que quand on est réveillé, voilà, on doit casser cette molécule parce que nos neurones sont extrêmement actifs. Et les résidus de cela, c'est l'accumulation d'adénosine. Et donc l'accumulation d'adénosine fait qu'à un certain moment, on va déclencher la machine du sommeil et on a des récepteurs à l'adénosine, et vous connaissez sans doute un antagoniste des récepteurs à l'adénosine qui est la caféine.
Donc finalement, la caféine, ce qu'il fait, c'est qu'elle va se mettre dans les récepteurs à l'adénosine. Et donc même si vous avez beaucoup d'adénosine, même si vous accumulez beaucoup d'éveil, vous n'arrivez pas à déclencher la machine du sommeil parce que les récepteurs sont déjà occupés par la caféine. Et c'est pour ça que la caféine réveille ou tient réveillé parce que ça empêche les processus homéostatiques de l'adénosine de déclencher le système du sommeil. Donc, pour cette adénosine qu'on accumule par dégradation de l'ATP, ATP qui est produite principalement donc par les mitochondries dans les cellules, parlons uniquement des fibres musculaires qui se contractent et qui génèrent de l'ATP, ensuite il y a la rupture de l'ATP, énergie, adénosine qui fait cette pression de sommeil. Ça pourrait donc expliquer pourquoi, si on fait une randonnée ou une grande course et que quelqu'un nous dit « vous allez bien dormir ce soir », c'est parce que donc, on a vraiment libéré beaucoup d'adénosine avec cette fatigue aussi physique. Alors pas nécessairement, parce que tout ça, ça se passe dans le cerveau. Donc une chose c'est la fatigue et une autre chose c'est la somnolence. Donc c'est sûr que si vous faites un effort physique intense, vous allez être fatigué, enfin vos muscles, mais vous n'allez pas être nécessairement somnolent. Donc vous courez le marathon de Lausanne, à la fin du marathon vous êtes épuisé, vous êtes très fatigué, mais vous n'êtes pas somnolent. Vous n'allez pas, piquer du nez ou vous endormir quand vous traversez la ligne. D'accord. Pardon. À vos souhaits. Santé. Je suis français, mais j'habite en Suisse. L'adénosine, finalement, se fixe sur un récepteur. Et lorsque la caféine a un peu une meilleure affinité avec le récepteur que l'adénosine, peut-être, dans tous les cas, la caféine prend la place de l'adénosine. Et l'adénosine, elle reste un peu bredouille. Et on n'a pas envie de dormir. Et c'est ça l'effet du café. Et du coup, la conformation soit de l'adénosine, soit peut-être des récepteurs à cette adénosine, pourrait expliquer... Donc ça, c'est des protéines. Là, on parle de protéines. Leur conformation, est-ce qu'elle pourrait expliquer une part génétique à ce système-là, donc si on extrapole au sommeil, le fait que des personnes, par exemple, sont plus sensibles que d'autres au café ou sont plus sensibles que d'autres à leur pression de sommeil, juste liée à l'adénosine? Oui, effectivement, ça c'est une des hypothèses, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les récepteurs à l'adénosine changent d'une personne à une autre, et c'est ce changement de conformation du récepteur qui explique la sensibilité à la caféine. Donc il y a des personnes qui sont très sensibles à la caféine parce qu'ils ont des récepteurs particuliers et d'autres qui n'ont pratiquement ou très très peu d'effet de la caféine, et ça c'est lié à la configuration du récepteur qui est très génétique. Donc c'est effectivement, il y a des personnes qui sont génétiquement résistantes à l'effet de la caféine et d'autres qui sont extrêmement sensibles à l'effet de la caféine. En mettant à part la caféine, est-ce que vous savez si la conformation même soit de l'adénosine, soit de son récepteur, donnerait une explication aussi génétique au sommeil? Alors on a cherché ça et pour l'instant on n'a pas la preuve définitive que par exemple les personnes insomniaques ont des récepteurs un petit peu différents, mais c'est une hypothèse qui pourrait effectivement expliquer beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une autre substance? J'ai pu lire dans votre livre l'hypocrétine ou orexine. Oui, ça c'est un petit peu différent. Donc en fait, justement, on parlait de ces systèmes qui produisent l'éveil, enfin ces noyaux qui sont actifs pendant l'éveil et les noyaux qui sont actifs pendant le sommeil, et qu'il y a une espèce de système un petit peu de balançoire. Donc quand il y a un qui est actif, l'autre il doit être inhibé. Quand l'un se met à fonctionner, il doit inhiber l'autre. Et l'orexine ou hypocrétine, c'est un petit neuropeptide qu'on a dans l'hypothalamus, aussi dans la profondeur un petit peu du cerveau. C'est la substance qui permet de stabiliser les états de vigilance, qui permet, tac, une fois qu'on est réveillé, qu'on reste réveillé, et une fois qu'on dort, qu'on reste endormi. Donc si on n'a pas d'orexine ou d'hypocrétine, c'est ce qui arrive dans cette maladie qu'on appelle narcolepsie, le système il est très instable. Donc vous pouvez passer de l'éveil au sommeil et du sommeil à l'éveil très très rapidement. Et c'est pour ça que c'est des personnes qui peuvent être parfaitement réveillées, ils peuvent être en train de parler, de discuter, et boum, tout d'un coup s'endormir. Et pendant la nuit, ils peuvent être en train de dormir tranquillement et tac, tout d'un coup se réveiller. C'est parce que le système il est très instable et ça c'est dû au manque d'orexine ou hypocrétine. D'accord. Est-ce que cette hypocrétine fait partie du processus S? Non, ça c'est vraiment... le processus S et processus C, c'est purement la régulation. Donc c'est ce qui va déterminer qui s'active. Mais une fois qu'il est actif, c'est l'un, l'autre ou l'hypocrétine qui stabilise. Donc l'hypocrétine fait partie de la machine du sommeil. Et voilà, c'est plus la machine du sommeil, plus que le système de régulation. Donc en résumé, on a vraiment la machine du sommeil qui est ce qu'on nous a donné. Oui. Et ensuite la régulation, bon, on nous l'a donné aussi, mais cette régulation, là, c'est
quand on parle de régulation, on parle de processus S, donc on parle d'adénosine notamment, mais il y a sûrement d'autres substances qu'on ne connaît peut-être pas ou peu. Et ce processus C, qui est l'horloge biologique, les noyaux suprachiasmatiques, la petite tête d'épingle dans notre cerveau. Ce processus C, ce rythme circadien, cette horloge biologique, qu'est-ce qui le régule? Est-ce que peut-être il est plus fort que le processus S ou c'est vraiment une harmonie? Enfin, la régulation du sommeil, c'est vraiment l'interaction de ces deux processus. Maintenant, l'horloge biologique, c'est pour ça qu'on dit l'horloge, c'est parce qu'il a un rythme intrinsèque. Donc, il a une rythmicité, sauf que, par exemple, chez l'être humain, donc on a découvert, grâce aux expériences du professeur Siffre, par exemple, cet spéléologue français qui se met dans des grottes et qui passe des mois et des mois complètement coupé du temps, coupé de l'environnement, et ou d'autres expériences, des privations sensorielles, où il y a des volontaires qu'on étudie leur rythme en absence de repères temporels extérieurs. Donc, ce qu'on a vu, c'est que l'horloge biologique humaine, il fonctionne pour la plupart d'entre nous sur des rythmes supérieurs à 24 heures. Donc pour la plupart d'entre nous, notre horloge biologique, si on ne fait rien, on va vivre des journées plutôt de 25 heures. Et donc la question, c'est effectivement qu'est-ce qui fait qu'on vit des journées de 24 heures. Et c'est parce que cette horloge biologique, on doit les mettre à l'heure tous les jours. Donc toute l'humanité, tous les jours, on doit synchroniser notre horloge biologique. Et chez l'être humain actuellement, c'est essentiellement la lumière qui fait ça. Donc le fait qu'on est exposé à la lumière les matins permet à notre horloge biologique de se caler. Et il faut évidemment éviter l'exposition à la lumière les soirs, parce que sinon ça va dérégler aussi notre horloge biologique. Donc notre principal synchroniseur pour l'environnement, c'est la lumière, en sachant qu'il y en a aussi d'autres. Hein. Donc c'est surtout les rythmes sociaux, c'est le fait que tous les matins on se lève à telle heure, que tous les jours on mange à une certaine heure, qu'on a des rythmes. Mais c'est grâce à ces rythmes et à l'exposition à la lumière que notre horloge biologique fonctionne sur des rythmes de 24 heures, parce que sinon il serait complètement décalé. C'est ce qu'on voit justement dans ce type d'expérience où on se met dans une grotte, on n'a pas de repères extérieurs, et bien on vit des journées de 25 heures parce que c'est l'expression interne de notre horloge biologique. Ce rythme circadien qui est régulé principalement par la lumière, mais aussi par les activités sociales, probablement par l'alimentation, ça pourrait expliquer pourquoi des fois des gens peuvent perdre un peu leurs repères, ils ont une sensation de perte de repères lorsque justement ils perdent un peu ces activités sociales, la retraite, une très longue période de vacances ou quoi, et du coup ils perdent ce rythme et ils sentent une vraie différence dans leur sommeil mais également dans leur journée. Donc ça serait l'horloge biologique qui est principalement soumise à la lumière et aux interactions sociales, que ça serait une bonne explication à cette perte de repères, si je puis dire. Oui, effectivement. Donc, c'est ce qu'on voit effectivement régulièrement, des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont eu des rythmes très réguliers, voilà, qui s'est couché à 22 heures, qui s'est levé à 5 heures pour aller au travail, qui étaient très, très, très bien réglés. Et une fois qu'ils prennent la retraite, bon, ils se disent, mais pourquoi je veux me lever à 5 heures, hein, je pas trop. Et donc, ils se lèvent plus tard, et même quand ils se réveillent, ils restent encore un petit peu au lit, et les soirs, peut-être, ils se couchent plus tard. Enfin, ils sont plus ces repères qui étaient avant très stricts, très bien réglés, et une fois qu'on perd ces repères, les sommeils se dérèglent, et ça peut être l'origine d'une insomnie, effectivement. D'accord. Donc, Michel Siffre, c'est un spéléologue français qui, en 1962, est allé au fond d'un gouffre pendant plusieurs mois. Il a écrit un livre dessus qui s'appelle Hors du temps. Il était déjà à l'origine de la notion, d'une certaine façon, du rythme circadien, de son horloge biologique. C'est ce qui a été principalement étudié, son horloge biologique. Donc il est resté, est-ce que vous savez combien de temps il est resté dans cette... Il est resté plusieurs mois et en plus il l'a refait plusieurs fois tout au long de sa vie, donc oui, pour voir aussi un petit peu l'évolution avec l'âge. Donc dans son livre, c'est Hors du temps, c'est la première expérience, mais il en a fait d'autres aussi par la suite. Il parlait d'une nuit qui ne s'arrête jamais, quand même parce qu'il faut s'imaginer, il parlait d'une nuit qui ne s'arrête jamais, silencieuse, atemporelle. À un moment, il est quand même sorti de ce gouffre. Ses compagnons qui sont allés le chercher. Ses compagnons lui ont dit non, on est mi-septembre ou début septembre. Oui. Parce que lui, effectivement, donc comme il n'avait pas de repères extérieurs, donc il a vécu avec le rythme de son horloge biologique intrinsèque. Hein, donc il a vécu des journées de presque 25 heures. Donc pour lui, il avait passé moins de jours que ce qui s'est passé en réalité à l'extérieur. Hein. Et donc là, ça me fait penser par exemple aux Norvégiens, aux Finlandais, aux Suédois, à certaines périodes de l'année.
ils ont très très peu de lumière naturelle. Bon, après, c'est une question aussi d'adaptation, hein. Donc, c'est sûr on développe des systèmes d'adaptation et des stratégies d'adaptation, mais ils souffrent aussi de cette manque de lumière, hein. Donc, effectivement, d'ailleurs, tous les systèmes de luminothérapie, hein, donc c'est eux qui ont développé et qui l'utilisent beaucoup. Dans les périodes d'hiver, ils s'exposent à cette lumière qui est une lumière bien particulière qui permet de synchroniser l'horloge biologique, en sachant, comme on disait, qu'il y a aussi d'autres systèmes qui nous permettent de nous cadrer, de nous régulariser nos rythmes, donc les rythmes sociaux. Mais pendant cette période de manque de lumière, c'est effectivement difficile, hein. C'est difficile d'avoir des rythmes réguliers. Et ça joue aussi sur le moral, hein. La dépression saisonnière, effectivement. Donc c'est assez fréquent dans ces parages. Et donc dans votre livre, vous avez mentionné les cellules ganglionnaires intrinsèquement photosensibles de la rétine. Alors là, d'où ça vient? Mais la science de façon générale en parle pas mal, il y a pas mal d'études dessus. Si j'en parle, c'est parce que ces cellules-là sont dans la rétine, donc dans notre œil. Oui. C'est des neurones, donc en fait la rétine, c'est déjà le début du cerveau, l'œil, c'est un prolongement du cerveau. Et ces cellules-là sont très sensibles à la lumière. Elles ont un photopigment qui leur est spécifique, c'est la mélanopsine. Et elles interagissent avec le processus C, avec le rythme circadien, donc avec l'hypothalamus, le noyau suprachiasmatique. Et ces cellules-là sont sensibles à la lumière, et plus spécifiquement à un type de lumière, à la lumière principalement bleue et aussi aux ultraviolets, donc à une lumière autour de 460-470 plutôt nanomètres, aussi aux ultraviolets et moins aux autres lumières. Le principal facteur qui synchronise notre rythme circadien, ce processus C, c'est la lumière bleue et les ultraviolets. La lumière bleue, donc naturelle, mais tout autant comme on a inventé la lumière bleue artificielle, c'est ce qui dérègle également cette horloge, étant donné que ces cellules-là, elles interagissent donc avec l'hypothalamus, le noyau suprachiasmatique, qui à son tour, quand il ne voit pas de lumière, il dit à la glande pinéale, à l'épiphyse, de sécréter la mélatonine qui permet d'agir sur cette machine du sommeil. Oui, effectivement. Donc on a des cellules, donc on a les cônes et les bâtonnets qui nous permettent de voir, mais on a aussi des cellules ganglionnaires à mélanopsine qui servent à percevoir la lumière. Et ces cellules sont exclusivement sensibles essentiellement à la lumière bleue, et c'est ça qui permet effectivement de renseigner au cerveau de la présence ou absence de lumière, et ça se fait via la mélatonine. Donc les soirs, quand il n'y a pas de lumière, donc on a un pic de mélatonine, et c'est là où les portes du sommeil s'ouvrent, hein. Donc parfois le sommeil ne vient pas, mais c'est pour d'autres raisons. Mais en tout cas, on a les conditions pour s'endormir facilement. Et quand on a ces pics de mélatonine, et après on élimine la mélatonine, et c'est là où on se réveille. Donc c'est une substance qui est très importante pour donner un signal au cerveau, c'est l'heure de dormir, et c'est quelque chose qui est extrêmement sensible à la lumière, parce que un flash de lumière les soirs, ça peut carrément bloquer la sécrétion de mélatonine, et donc on a beaucoup plus du mal à s'endormir. D'accord. Là, ça me fait penser quand même à beaucoup de choses. Bon, le fait, par exemple, de se réveiller pendant la nuit. Donc là, on parlait du sommeil biphasique au tout début de notre discussion. Si on se réveille au milieu de la nuit, là, par exemple, le message, ça serait de prendre soin de ces cellules intrinsèquement photosensibles de la rétine, et donc même si le sommeil biphasique est peut-être dans notre ADN, c'est normal de se réveiller à 2h ou 3h du matin, c'est peut-être pas normal d'allumer une LED avec super énergétique, très forte en lumière bleue, qui du coup va activer ces cellules-là, ces cellules qui vont dire, bon, si je fais le raccourci, qui vont dire à la glande pinéale de ne pas sécréter de mélatonine, du coup de ne pas dormir. Donc pour les respecter, plutôt être dans l'obscurité, voire le noir complet si c'est pas dangereux. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc effectivement, finalement, se réveiller pendant la nuit, c'est normal, hein. On se réveille tous, même plusieurs fois pendant la nuit. Souvent, c'est des réveils très courts, donc tellement courts que le cerveau n'arrive pas à les enregistrer. Mais ce qui n'est pas normal, c'est se réveiller et ne pas pouvoir se rendormir. Et c'est là où il faut faire attention, justement, pour ne pas avoir des stimulus, notamment lumineux, qui peuvent nous réveiller. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Barubio. Mais c'est un grand plaisir. Donc, on a passé presque une heure à discuter, hein, mais c'était un plaisir. Donc, mais merci à vous. À la prochaine alors. À la prochaine, merci. Merci.